Pas le terme, mais c'est pas grave. Donc, on remet le texte en partage d'écran pour que tout le monde puisse la voir, y compris ceux qui sont à distance. Ah, il y a quand même 24 participants à distance quand même, donc on va être sympa avec eux, on va leur mettre le texte quand même. Partager. Tout le monde le voit là ou c'est pas suffisant? Vous voulez que j'augmente la taille? Comment? Vous voulez que j'augmente? Je peux augmenter si comme ça c'est mieux. Donc, ça j'aimerais bien que ça passe autrement là. Je peux pas le. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on est à la troisième partie de cette discussion entre Trasimac et. Vous voyez, je vous ai parlé du terme sycophante, mais peut-être ne savez-vous pas comment ça s'écrit. Voilà, c'est sycophante, c'est ça. Vous voyez à l'écran là? C'est trop petit ou vous voulez que j'augmente? Ah, sycophante, hein. Donc, ça veut dire, c'est ceux qui dénoncent les voleurs de filles. Donc, ça veut dire, tu es un collabo, tu es un donneur, en fait, tu es un délateur. Le traducteur a préféré dire sycophante, tout simplement. Parce que le terme est un peu intraduisible. Le terme est parfaitement intraduisible en français, bien sûr. Et donc, on en arrive ici. Socrate, est-ce que tu as une nourrice parce qu'elle te néglige et ne te bouge pas quand tu en as besoin, parce que tu n'as pas appris à distinguer mouton et berger. Donc, en fait, parce que vous vous souvenez que Socrate avait poussé Thrasymachus dans ses retranchements pour l'obliger à reconnaître que l'excellence de n'importe quel art, quel qu'il soit, c'est euh, le bien du sujet auquel il s'applique et non pas le bien de celui qui exerce cet art. Par exemple, le médecin, l'excellence de son art consiste à l'exercer dans l'intérêt de son patient et non pas pour s'en mettre plein les fouilles. L'art du navigateur, il s'exerce dans l'intérêt des matelots et dans l'intérêt du navire, et non pas dans son propre intérêt. Il ne va pas envoyer son navire au naufrage parce que ce serait son intérêt, etc. Et donc pour l'art de gouverner, c'est pareil. L'art de gouverner, c'est dans l'intérêt du sujet auquel il s'applique que réside son excellence, et non pas dans l'intérêt de celui qui exerce l'art de gouverner, c'est-à-dire le gouvernant. Donc l'art de gouverner, il s'exerce par définition même, il est dans l'intérêt des gouvernés et non pas des gouvernants. Donc échec de la tentative de Trasimac, parce qu'au départ, Trasimac était factuel, hein. Il disait, ben voilà, ça se passe comme ça, les riches prennent toujours des lois dans leur intérêt, les gouvernants prennent toujours des lois dans leur intérêt, et c'est comme ça, quoi. Et après, quand Socrate l'a un peu embobiné en lui disant, mais s'ils prennent des lois qu'ils croient dans leur intérêt, alors que ce n'est pas en réalité dans leur intérêt, est-ce que c'est toujours juste ou ce n'est pas juste? Et Trasimac avait dit dans un premier temps, oui, c'est toujours juste. En tout cas, il avait été ambigu, et à ce moment-là, Socrate avait dit, donc la justice, pour toi, c'est une chose et son contraire, puisque tu dis que c'est prendre des lois, consiste dans le fait du plus fort, c'est-à-dire le gouvernement, de prendre des lois dans son intérêt, mais aussi prendre des lois qui ne sont pas dans son intérêt. Donc, qu'est-ce que c'est que cette définition de la justice, qui est à la fois une chose et son contraire? Et donc là, il y avait eu des exclamations dans l'assistance, et finalement, Trasimac, au lieu de rester en fait dans le factuel, parce qu'il se veut factuel, il dit en fait, ça se passe comme ça, voilà. Il est empirique. Au lieu de rester dans le factuel et dire, ben oui, effectivement, de fait, parfois, les gouvernants se trompent et ce qu'ils croient être dans leur intérêt est dans l'intérêt des gouvernés. Et c'est quand même la justice, parce que ce qui compte, en fait, c'est que la justice, c'est la volonté des gouvernants, qu'ils se trompent ou pas dans ce qu'ils croient être leur intérêt. C'est normalement ce qu'il aurait dû dire, en fait, hein. C'est-à-dire, en fait, en grosso modo, les gouvernants prennent des lois qu'ils pensent être dans leur intérêt, qu'elles soient véritablement dans leur intérêt ou pas, peu importe. Parce que ça, c'est du factuel, c'est comme ça, hein, dans l'optique de Trasimac. Mais au lieu de ça, il s'est engagé dans une voie périlleuse, mais en même temps suicidaire, qui a consisté à dire, non, 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 tu ne m'as pas compris, Socrate, est-ce que tu me crois stupide au point de considérer qu'un gouvernant qui se trompe est toujours un gouvernant? Non, c'est pas comme ça. Le gouvernant n'est gouvernant que pour autant qu'il prenne des lois qui sont dans son propre intérêt. S'il prend des lois qui sont contraires à son intérêt,
tout en étant persuadé qu'elles sont dans son intérêt, il n'est plus gouvernant. C'est un idiot, il n'est plus gouvernant. C'est comme un calculateur qui se trompe en faisant des calculs, ou un comptable, si vous préférez, qui se trompe en faisant des calculs, ou un médecin qui se trompe en prescrivant des remèdes à son patient. Ces gens-là ne sont médecins ou calculateurs, comptables, que pour autant qu'ils exercent leur art correctement. S'ils se trompent, ils ne sont plus dignes, ils ne sont plus médecins, ils ne sont plus calculateurs, et le gouvernant, s'il se trompe, n'est plus gouvernant. Donc, il a essayé de se raccrocher aux branches en s'engageant dans une voie ontologique, on peut dire, qui consiste à définir le gouvernant, voie beaucoup plus ambitieuse que sa présentation factuelle depuis le départ, mais voie qui est dangereuse et qui est suicidaire, puisque Platon a retourné euh, l'analyse que Trasimaque faisait du gouvernant en expliquant que, en fait, l'art de gouverner, c'est l'art de gouverner dans les sujets, dans l'intérêt des sujets, comme dans tout art. C'est-à-dire, il a procédé par voie d'induction. Il a dit, voyons, l'art du médecin, dans quel intérêt s'exerce-t-il? L'art du navigateur, dans quel intérêt s'exerce-t-il? L'art de l'écuyer, dans quel intérêt s'exerce-t-il? Et chaque fois, Trasimaque a dû convenir, oui, c'est dans l'intérêt de la personne, du sujet auquel l'art s'applique, et pas dans l'intérêt de celui qui pratique l'art. Donc, ça, c'est une méthode typiquement socratique qui consiste à procéder par induction. Donc, on en tire de ces exemples particuliers une définition générale qui est que l'art s'exerce dans l'intérêt, d'une façon générale, un art, une technique, hein, parce que art, il faut l'entendre au sens de techné, hein, technique. Hein. Un art s'exerce dans l'intérêt de celui auquel il s'applique et non pas dans l'intérêt de celui qui le pratique. Et Trasimaque, qui sentait le vent venir, a été obligé d'acquiescer, mais non sans difficulté. Et donc, à ce moment-là, Socrate a dit, bon, l'art de gouverner, c'est comme tous les autres arts, n'est-ce pas? Ça s'exerce dans l'intérêt du sujet auquel il s'applique, c'est-à-dire le gouverner, et non pas dans l'intérêt des gouvernants. Donc là, après avoir dit, donc la justice ne peut pas être de faire des lois dans l'intérêt des gouvernants, hein, puisque la justice ne peut pas être de faire des lois dans l'intérêt des gouvernants, puisque l'art de gouverner, ça consiste à gouverner dans l'intérêt des gouvernés. Donc la définition de la justice, ça fait volte-face, comme le dit le texte. Hein. Et donc à ce moment-là, Trasimaque, qui est acculé dans les cordes, si l'on peut dire, euh, revient en fait à son point de départ qui consiste à raisonner en fait. Dit foin de ce que c'est que l'art de gouverner. Alors il s'en tire par une esquive, il dit est-ce que tu as entendu parler des moutons et des bergers quand même? Est-ce que tu crois vraiment que les bergers élèvent des moutons dans l'intérêt des moutons et pas pour les manger et pas pour manger les moutons, franchement? Où vas-tu? Mais parce que ça n'a pas de sens, parce que l'art de gouverner dont il était question, c'était l'art de gouverner par rapport à des êtres humains, hein, un homme qui gouverne d'autres êtres humains. Le berger, il ne gouverne pas des moutons. Ce n'est pas l'art de gouverner. Ce n'est pas non plus les autres arts dont on a parlé, c'était des arts qui s'exerçaient envers des êtres humains, le médecin envers le patient, le pilote envers les matelots et le navire. Mais c'est vrai qu'il y avait l'exemple de l'écuyer, n'est-ce pas, qui devait dresser son cheval dans l'intérêt du cheval. Hein. Donc c'est peut-être ce qui a incité Trasimaque à déplacer la question sur le terrain des rapports entre un homme et un animal pour dire, ben oui, mais le berger, lui, il engraisse les moutons pour les manger, non pas dans leur propre intérêt. Hein. Mais bon, les autres exemples que Socrate avait donnés, des arts qui s'exercent dans l'intérêt des sujets auxquels ils s'appliquent, ce n'étaient pas des exemples qui étaient tirés d'un rapport entre un homme et un animal. Donc, il y a quand même une esquive de Trasimaque, mais en fait, cette esquive, ce n'est pas le plus important, parce que c'est juste pour ne pas perdre la face et expliquer qu'il ne s'est pas trompé, qu'il essaie de revenir en fait indirectement sur la définition de l'art de gouverner que Socrate l'avait contraint à reconnaître, c'est-à-dire que l'art de gouverner dans l'intérêt des sujets auxquels il s'applique. Mais en fait, son but, c'est de dire que c'est de revenir au fait en disant, en pratique, voilà comment ça se passe. Et donc, en pratique, comment ça se passe? Tu t'imagines que les bergers et les bouviers se proposent le bien de leurs moutons et de leurs bœufs et les engraissent et les soignent, c'est 343 b, hein, et les engraissent et les soignent en vue d'autre chose que le bien de leur maître et leur propre, et de même. Donc, on raisonne par analogie, on fait comme Socrate. On raisonne par analogie. Tu crois que les chefs des cités, ils sont comme des bouviers ou des bergers, en fait. Hein. Tu crois que les chefs des cités, ceux qui sont vraiment chefs, regardent leur sujet autrement qu'on regarde ses moutons et qui se proposent un autre but, jour et nuit,
que de tirer d'eux un profit personnel. Tu es allé si loin dans la connaissance du juste et de la justice, évidemment, c'est scornful, hein, c'était méprisant. Hein. Tu es allé si loin dans la connaissance du juste et de la juste et de la justice, que tu ignores que le juste, en réalité, et là c'est une phrase importante, tu ignores que le juste, en réalité, est un bien étranger. L'avantage du plus fort et de celui qui gouverne, et le préjudice propre de celui qui obéit et qui sert. Que l'injustice est le contraire et qu'elle commande au simple d'esprit et au juste. Que les sujets travaillent à l'avantage des plus forts et font son bonheur en le servant, mais le leur de nulle manière. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que la justice ne paie pas, en fait. La justice ne paie pas. On se fait toujours avoir quand on est juste, c'est ça que ça veut dire, euh, parce que la justice est un bien étranger à celui qui la pratique. C'est l'expression importante. C'est un bien étranger à celui qui la pratique. Allotrios en grec. Allotrios, ça a donné autrui en français. Est-ce que j'ai une possibilité de faire un chat? Non, c'est pas possible. Voilà, chat. Allotrios. La justice est allotrios, c'est-à-dire qu'elle est dans l'intérêt d'autrui. C'est-à-dire celui qui est juste, il est dans l'intérêt de celui au profit duquel il est juste. Et l'injustice, c'est le contraire. La justice, c'est le contraire de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est dans l'intérêt de celui qui en bénéficie. C'est pour ça qu'il vaut mieux être injuste que juste. Parce que le juste, il l'a toujours dans l'os, en fait, c'est ça le discours, tandis que l'injuste, il en profite. La justice s'exerce au préjudice de celui qui est juste, en fait. C'est-à-dire qui respecte la loi. Que les sujets travaillent, en fait, il est en train de faire l'éloge de ce que les Grecs appellent euh, pléonexia. Pléonexia en grec, c'est un terme qu'on rencontre souvent, notamment chez Aristote, mais aussi chez Platon. Euh, Ça veut dire prendre plus que sa part, en fait, en grec. Pléo, ça veut dire plus, en fait. Hein. Pléonasme, pléo, je ne sais pas trop quoi. Donc, pléo, ça veut dire en plus, en trop, en fait. Hein. Donc, pléonexia, c'est celui qui prend plus que sa part. Et donc, euh, celui qui est injuste pour les Grecs, il prend plus que les autres. Il prend plus qu'il ne devrait. Il prend plus que la part qui lui est échue. Et donc, Thrasymach est en train de dire que pléonexia, c'est très bien, en fait. C'est ce qu'il faut faire. Voici au très simple Socrate, donc toujours condescendant, hein, voici au très simple Socrate comment il faut l'envisager. Socrate, tu es un naïf, tu es un simple d'esprit. Il faut que tu comprennes comment les choses se passent. Voici au très simple Socrate comment il faut envisager. L'homme juste est partout inférieur à l'injuste. Il se fait toujours avoir. J'ai prêté 100 euros à un ami, à quelqu'un que je croyais mon ami, il ne me l'a jamais rendu. Ok, j'ai compris. Non seulement je ne prêterai plus 100 euros à cette personne, mais désormais c'est moi qui vais emprunter, qui ne vais pas rendre. Parce que la justice ne paie pas. C'est ça le discours. Hein. D'abord dans le commerce, le juste est partout inférieur à l'injuste. Quand ils s'associent l'un à l'autre, tu ne trouveras jamais à la dissolution de la société que le juste est gagné, mais qu'il a perdu. Vive les clauses léonines dans les sociétés. Vive les clauses léonines dans le contrat de société. Hein. D'abord dans le commerce, quand ils s'associent l'un à l'autre, tu ne trouveras jamais à la dissolution de la société que le juste est gagné, mais qu'il a perdu. Ensuite, dans les affaires publiques, quand il faut payer des contributions, le juste verse plus que ses égaux, l'injuste moins. Ben oui, il suffit de faire de l'évasion fiscale. Hein. Et tant pis pour les connards qui payent des impôts. Hein. Il faut bien qu'il y en ait qui payent pour les autres. Hein. Quand au contraire, il s'agit de recevoir, l'un ne touche rien, l'autre beaucoup. Il y en a qui sont des professionnels du parasitisme, ils touchent les allocs, ils touchent le RMI, ils touchent tout, ils veulent des repas non plus à 3 euros, mais à 1 euro maintenant.
et ben, tant pis, et puis les autres payent. Alors, vous devez avoir des repas à 1 euro comme étudiant, mais peu importe que vous soyez boursier ou pas, il faudrait que vous ayez tous droit à un repas à 1 euro. 3 euros, c'est quand même pas cher. Mon fils, il paye 3 euros, il ne se plaint pas. Il n'est pas boursier. Hein. Bon. Euh, Évidemment, il n'a pas été boursier. Il a été 2 ans, il a travaillé 2 ans en Allemagne comme ingénieur, il gagnait 4 000 euros par mois, donc il n'est pas boursier. Mais bon, il ne se plaint pas d'avoir ses repas à 3 euros, il trouve que c'est bien bon marché. Donc, mais non, il faudrait 1 euro pour tout le monde. Comme ça, nous, avec les impôts, on va payer pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent pour aider leurs enfants à étudier. Encore que ça coûte cher, hein, faut pas se leurrer. Mais enfin, les bourses sont quand même assez largement admises. Hein. Donc moi, j'avais droit à une bourse pour mes enfants. Donc, pas énorme, mais enfin, j'avais droit à une bourse. Donc, voilà. Donc, il y a des tartes qui vont travailler, il y a des débiles qui vont travailler et qui vont payer des impôts pour enrichir ceux qui font pratiquer l'évasion fiscale, qui travaillent au noir et qui touchent diverses subventions et qui demandent diverses aides de l'État. Voilà. Hein. Mais c'est ceux qui font ça qui ont raison, en fait. C'est ce que veut dire Trasimac. Il est en train de faire une éloge de l'injustice. Donc ceux qui ont raison, c'est ceux qui font ça. Et ceux qui essayent de faire les choses honnêtement, ils ont tort, en fait. Ce sont des idiots. Hein. Et lorsqu'ils l'un et l'autre occupent quelque charge, où est ma souris maintenant? Lorsque l'un et l'autre occupent quelque charge, il advient au juste, si même il n'a pas d'autre dommage, de laisser par négligence péricliter ses affaires domestiques et de ne tirer de la chose publique aucun profit à cause de sa justice. Quand on devient député, il faut s'engraisser, quoi. C'est pas la peine de laisser son cabinet d'avocat péricliter. Si on est avocat, on devient homme politique. Il faut en profiter pour développer sa clientèle d'avocats en se servant de son carnet d'adresses. C'est à ça que ça sert la politique. Ça ne sert pas à faire le bien commun. C'est ce que veut dire Trasimac. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais il est en train d'expliquer, en fait, il faut se servir de la politique pour, euh, pour s'enrichir, en fait. Et celui qui qui fait de la politique juste, pour être dans l'intérêt public, il se sacrifie et il n'en tire aucun profit. Voilà. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il encourt la haine de ses parents et de ses connaissances parce qu'il refuse de les servir au détriment de la justice. Donc, vous êtes des députés, votre belle-mère, votre belle-fille vous demande de l'argent et vous dites, maintenant, les indemnités parlementaires que je reçois, c'est pour les consacrer au bien public, mais vraiment, votre beau-frère vous demande un permis de construire dans une zone inondable, et vous refusez de lui donner parce que vous considérez que c'est contraire à la justice. Mais alors à quoi ça sert que tu sois député si tu ne m'aides pas, quoi, voilà. Hein. Et donc, voilà comment on s'attire l'inimitié de ses proches en refusant de détourner le bien public à leur profit. Hein. Et pour l'injuste, c'est tout le contraire. Car j'entends par là, et là c'est important parce que ça nous ramène à la fable de l'anneau de Gigès, vous allez voir, car j'entends par là celui dont je parlais tout à l'heure, celui qui est capable de l'emporter hautement sur les autres. Examine-le donc si tu veux discerner combien dans le particulier l'injustice est plus avantageuse que la justice. Mais tu le comprendras de la manière la plus facile si tu vas jusqu'à la plus parfaite injustice, celle qui porte au comble du bonheur l'homme qui la commet, et ceux qui la subissent et ne veulent point la commettre au comble du malheur. Cette injustice est la tyrannie, qui par fraude et par violence s'empare du bien d'autrui, sacré, profane, particulier, public, et non pas en détail, mais tout d'une fois. Hein. Faut y aller franchement, quoi. Hein. Les petits larcins, il faut en finir. Hein. Il faut y aller franchement, il faut devenir tyran et s'en mettre plein les fouilles. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Pour chacun de ces délits, l'homme qui les laisse prendre est puni, qui se laisse prendre est puni. C'est-à-dire que quand c'est un simple particulier qui fait ses vols, ses infractions, ses délits, euh, qui s'empare du bien d'autrui, il est puni. Il est couvert des pires flétrissures. Mais lorsqu'un homme, en plus de la fortune des citoyens, s'empare de leur personne et les asservit, qu'il est tyran, au lieu de recevoir ces noms honteux, il est appelé heureux et fortuné, non seulement par les citoyens, mais encore par tous ceux qui apprennent qu'il a commis l'injustice dans toute son étendue. Car ils ne craignent pas de commettre l'injustice ceux qui la blâment, ils craignent de la souffrir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est tyran? On est comme dans la fable de l'anneau de Gigès, on décide.
Et personne ne peut vous faire subir les conséquences de ce que vous faites. Donc, si vous décidez de vous emparer du bien d'autrui, qui va pouvoir vous en empêcher? Et tout le monde le ferait s'il le pouvait, car ils ne craignent pas de commettre une injustice, ceux qui la blâment, ils craignent de la souffrir. Si tout le monde était dans la situation de l'ancêtre de Gigès, qui pouvait se rendre invisible à discrétion, personne ne se priverait de commettre l'injustice, en fait. C'est juste parce qu'on a peur d'être surpris qu'on commet l'injustice. Ça nous renvoie au texte d'Antiphon. Vous savez, euh, ce qui est mal, c'est de se faire surprendre, en fait. Il ne faut pas se faire surprendre. Donc, quand on est tyran et qu'on a de compte à rendre à personne, on peut faire le bal impunément, on sera loué. Monsieur Zelensky, vous donnez toutes les terres rares de l'Ukraine. Est-ce que je pourrais avoir des garanties en contrepartie? Ben non, des garanties, vous rigolez ou quoi? Vous n'avez pas les cartes en main, hein, vous devez me donner tout ce qu'il y a en Ukraine, voilà. Hein. Ainsi, Socrate, l'injustice poussée à un degré suffisant, à un degré suffisant. C'est-à-dire l'injustice poussée au degré tel qu'on est impuni si on la commet. Parce que si on est puni, évidemment, ce n'est pas favorable. Mais si elle est poussée à son plus haut degré, c'est-à-dire qu'on n'encourt pas de sanctions en étant injuste, c'est bien mieux, c'est plus digne d'un maître que la justice. Et comme je le disais au début, le juste consiste dans l'avantage du plus fort et l'injuste est à soi-même avantage et profit. Donc, c'est beaucoup plus avantageux de commettre l'injustice que la justice. Donc, à la fin, c'est un discours factuel, mais il revient à factuel, mais il va plus loin que dans la première partie de son discours, parce que dans la première partie de son discours, il avait dit, bon ben voilà, la justice est ce qui est utile au plus fort, parce que voilà, c'est comment ça se passe. Les dirigeants s'en mettent plein les fouilles, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Tandis que maintenant, il franchit une étape supplémentaire à la dernière partie de son discours, parce qu'il dit, c'est comme ça, et c'est très bien que ce soit comme ça. Et ceux qui n'en profitent pas, c'est eux les naïfs, les imbéciles. Il faut faire comme ceux qui s'engouffrent, qui s'en mettent plein les fouilles. Ça, c'est bien. Ça c'est être maître d'autrui. C'est ça, mener la belle vie. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que je recommande à tout le monde, en fait. Hein. Donc, il est en train de dresser un éloge de l'injustice, ce qu'il ne faisait pas dans la première partie de son discours. Et justement, cette conclusion, cette tirade conclusive du discours de Thrasymach annonce, en fait, on va le voir, le discours de Calliclès dans le Gorgias. Donc, prenons maintenant la deuxième illustration de la dérive sophistique, petit bêta, le droit du plus fort érigé en loi naturelle. Le droit du plus fort érigé en loi naturelle. Pourquoi moi je ne suis pas apparent là? Ah voilà, quand même. Le droit du plus fort érigé en loi naturelle. Donc, c'est le document 7. C'est une tirade extrait du dialogue de Platon qui s'intitule le Gorgias, dont le sous-titre est de la rhétorique, dans lequel Socrate est confronté à différents sophistes. Tout d'abord, le sieur Gorgias, ensuite un autre sophiste qui s'appelle Polos, et pour terminer, intervient un personnage qui s'appelle Calliclès, mais lui n'est pas sophiste, c'est quelqu'un d'autre en fait. On va le voir. Et donc ce discours de Calliclès dans le Gorgias est extrêmement célèbre et est resté dans l'histoire de la philosophie comme un des textes les plus violents qu'on puisse rencontrer. Donc, il faut savoir, en fait, je ne vais pas vous résumer tout le Gorgias parce qu'on n'en sortirait pas, mais il faut savoir qu'on est déjà assez avancé dans le dialogue du Gorgias quand Calliclès prend la parole. En fait, Socrate s'est rendu dans la maison où était descendu Gorgias. Parce que Gorgias n'était pas athénien, hein, il était de Léontinoi, qui était une ville de Sicile. Donc, il est venu à Athènes pour faire de l'argent et donc il descend chez ses amis. Et donc, Socrate arrive dans la maison où est descendu Gorgias et là, il y a un certain nombre de gens qui sont en train de se pâmer d'admiration devant Gorgias, notamment le Polos, qui est un autre sophiste, Calliclès et d'autres personnes. Et en fait, l'entretien commence déjà à tourner mal au départ parce que
Socrate demande à Gorgias, mais qu'est-ce qui fait ta réputation? Gorgias, fais-moi plaisir, dis-moi tout sur ton art qui te rend si supérieur aux autres, j'ai hâte de t'entendre. Toujours sa façon de flatter les gens ironiquement. Et Gorgias, qui n'est peut-être pas un modèle de modestie, tout en étant quelqu'un de très civil, hein, genre professeur de droit très, très, très affable, mais bon. Et il dit, eh bien écoute, Socrate, je vais te dire quel est le secret de mon art et ce qui me rend si célèbre et si riche, c'est la rhétorique. Je pratique la rhétorique et j'enseigne la rhétorique. Et Socrate dit, mais c'est quoi la rhétorique en fait? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus la rhétorique? Ça veut dire l'art du discours, mais encore. Eh bien, j'enseigne effectivement l'art du discours, explique Gorgias, c'est-à-dire que j'enseigne à mes élèves à pouvoir discourir sur tout et n'importe quoi en l'emportant sur les sachants, en fait. Si je vous résume à peu près ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qui fait la valeur de la rhétorique et ce qui fait que c'est un art supérieur entre tous les arts, c'est qu'on peut l'emporter grâce à sa maîtrise du discours et sa maîtrise de la parole. On peut l'emporter sur tous les sachants dans toutes les comment dirais-je, dans toutes les, dans tous les lieux publics, sur l'agora, devant les tribunaux, à la boulée, c'est-à-dire le Conseil délibératif d'Athènes, le rhéteur, l'orateur, va l'emporter sur le sachant. Par exemple, dit Gorgias, si on discute de médecine, eh bien, mon élève qui est orateur et qui est passé maître dans l'art du discours va l'emporter dans son discours sur le médecin, bien que l'orateur en question ne sache rien sur la médecine. Parce que grâce à son talent de conviction, il va pouvoir emporter l'adhésion de l'auditoire. Et donc, à ce moment-là, euh, Socrate dit, mais dis-moi, l'art de la rhétorique se pratique où? Mais se pratique, dit-il, dit Gorgias, dans tous les lieux de réunion publique, à la boulée et dans les tribunaux. Et donc, dans les tribunaux, Socrate fait un lien avec la justice. Il dit, donc, en fait, euh, la rhétorique discourt essentiellement du juste et de l'injuste. C'est sur le juste et l'injuste que la rhétorique porte. Et Gorgias dit effectivement. Donc, Gorgias, tu enseignes l'art de convaincre autrui, un auditoire, sur le juste et l'injuste, sans rien connaître à la justice et à l'injustice. C'est bien ça. Et alors là, en fait, Gorgias canne. C'est-à-dire qu'il n'ose pas répondre euh, je n'enseigne pas la justice, j'enseigne la justice et l'injustice sans rien y connaître. Donc il dit je pense que si j'enseigne l'art de discourir sur la justice et l'injustice, je connais ce que c'est que la justice et l'injustice, et c'est pour ça que je l'enseigne. Donc il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée, en fait, il n'ose pas. Si je dis quand même, si je dis que je me fiche de la justice et de l'injustice, et que la rhétorique enseigne l'art du discours euh, sans instruire les élèves en rhétorique sur la justice et l'injustice, je vais un peu loin, parce que la justice était quand même la règle d'or de la société grecque, et notamment d'Athènes. Donc dire que on enseigne à discourir sur la justice et l'injustice sans enseigner la justice et l'injustice, c'était un peu gros quand même. Donc en fait, Gorgias n'a pas osé aller jusqu'au bout de sa pensée. Donc il a canné en fait. Il a dit non, je pense que si j'enseigne à discourir sur la justice et l'injustice, c'est que je connais quelque chose à la justice et à l'injustice. Donc en fait, Gorgias s'est contredit par rapport à ce qu'il disait avant. Ce qu'il disait avant que l'art rhétorique, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va discourir sur n'importe quoi sans rien connaître au sujet. Et c'est la seule force du discours qui va l'emporter. Hein. Et là, il reconnaît que à la justice, non, quand même, bon, voilà. Et à ce moment-là, bon, Gorgias s'étant pris en quelque sorte en défaut, Paulos, qui assiste à l'entretien, qui est un autre sophiste, monte sur ses grands chevaux, si je peux dire, il monte dans les tours parce il trouve absolument scandaleux la façon dont Socrate pousse Gorgias dans ses retranchements. Donc il interpelle en fait comme si vous étiez à une émission de télévision et que vous entendiez Mélenchon parler ou Marine Le Pen parler et que vous disiez oui mais monsieur l'Ukraine tout ça oui, oui la paix c'est bien, la guerre c'est mal, d'accord, mais en dehors de ça vous proposez de faire quoi pour l'Ukraine
Ben oui, on propose l'Ukraine par la paix. Oui, c'est pour ça que vous avez dit qu'il ne fallait pas soutenir l'Ukraine, que vous avez dit que c'était pillé en février 2022. Vous le mettez devant ces contradictions. Donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va vous interrompre et vous dire, mais vous êtes de la dernière résonance quand même. Comment vous osez remettre en question ce que cet éminent homme politique dit? C'est pour ça que nous, on ne donne pas la parole dans les médias, forcément, hein. On donne la parole à tous les gens qui font des grands discours. Donc, comment vous osez remettre en question la parole de ce grand maître politique, etc. Donc, c'est à peu près le discours. C'est-à-dire que, en fait, Paulos dit, mais en fait, comment est-ce que tu oses suggérer que Gorgias ne connaîtrait pas la justice et l'injustice? Bien sûr qu'il connaît la justice et l'injustice. Tu es d'une insolence extrême, vraiment, Socrate. C'est vraiment très déplaisant de te rencontrer dans des occasions comme ça parce que tout part bien et voilà, tout part en vrille à cause de ton insolence, en fait. Tu es qui, toi? T'es qui, toi, en fait? T'es qui, Zelensky ou Socrate, avec tes pieds sales et ton vieux manteau? Parce qu'il était toujours mal habillé, Socrate. Il avait une hygiène douteuse, dit-on. C'est pour ça que le Trasimaque lui dit de se moucher, hein. Et il se baladait toujours pieds nus parce que le seul jour où il portait des souliers, c'est quand il est allé au banquet d'Agathon. Vous savez, dans le banquet. Au départ, le banquet, un mec rencontre Socrate qui était aussi invité chez Agathon. Il dit, mais donc Socrate, tu t'es lavé les pieds, tu as mis des chaussures, pourquoi? C'est bien parce que je me rends au banquet d'Agathon. Donc il avait la réputation d'être assez négligé. Il portait un vieux manteau, vous savez, un vieux manteau élimé. Ce manteau que tous ceux qui se prétendent, un certain nombre de gens qui se prétendent les disciples de Socrate ont adopté comme symbole. Les cyniques, vous savez, ceux qui aboient, ça vient de Clown, le chien, vous savez, Diogène Laërce, Diogène, pardon, pas Diogène, le cynique, pardon, et Antisthène avait ainsi un vieux manteau. D'ailleurs, Diogène s'enveloppait dans son manteau pour dormir, hein. Et donc, ils ont repris de Socrate cet uniforme, si je puis dire, le manteau, en fait. Donc, Paulos dit vraiment, c'est absolument, c'est manquer à toutes les convenances ce que tu as fait. Et du coup, la conversation s'engage avec Paulos. Et la conversation glisse parce que la conversation avec Paulos dérive sur la question de savoir si ce qui est pire, c'est de subir l'injustice ou de la commettre. C'est-à-dire, Paulos soutient le point de vue populaire qui consiste à dire qu'il est bien pire de subir l'injustice que de la commettre, pour autant qu'on puisse la commettre impunément. C'est-à-dire que si on commet l'injustice impunément, c'est beaucoup mieux que de subir l'injustice. Si vous subissez l'injustice, ça veut dire que vous allez être, par exemple, mis à mort, égorgé, vous allez vous faire crever les yeux comme châtiment pour un délit que vous n'avez pas commis. C'est quand même bien pire que de commettre l'injustice impunément. Il est bien pire d'être puni, bien qu'étant juste, que d'être injuste impunément. Ça, ça rejoint le sentiment populaire. Donc c'est ce que Paulos explique et c'est ce que Socrate conteste. Parce qu'en fait, Socrate dit, celui qui, bon, grosso modo, de toute façon, c'est une constante de Socrate qu'il ne faut jamais commettre l'injustice. Que c'est toujours mal de commettre l'injustice, quelles que soient les circonstances. C'est toujours mal de faire du mal à autrui. Il ne faut jamais faire du mal à autrui. L'injustice doit toujours être condamnée. Le mal à autrui doit toujours être condamné, quelles que soient les circonstances. Donc en fait, Socrate explique grosso modo, peu importe, que euh, euh, c'est le plus grand des maux que d'être injuste impunément, parce que ça veut dire qu'on est victime d'un désordre dans l'âme et qu'on va vivre avec une âme qui est désordonnée. Et que donc on va souffrir toute sa vie durant de cette injustice qu'on a commise impunément. Sans compter qu'on devra après rendre des comptes dans le royaume de l'Hadès, hein. Donc, pensée très élevée, évidemment, qui va contre le sentiment populaire. Donc, dit-il, en réalité, contrairement à ce que tu dis, Paulos, il est bien pire de commettre l'injustice, fût-ce impunément, que de la subir. Et c'est à ce moment-là que Calliclès donc, intervient, et voilà le début du discours de Calliclès. Tu m'as l'air, Socrate, d'être aussi présomptueux dans tes discours qu'un véritable orateur populaire. Et tu déclames ainsi parce que Paulos pardon, a eu la même défaillance qu'il accusait Gorgias d'avoir eu avant toi. Paulos a dit en effet que Gorgias, lorsque tu lui as demandé euh, si quelqu'un viendrait à son école sans connaître la justice, s'il la lui enseignerait,
Et Gorgias a répondu qu'il l'enseignerait par fausse honte et pour ne pas heurter les préjugés des gens. C'est-à-dire que Gorgias n'a pas osé aller jusqu'au bout de ce qu'il aurait dû dire. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, je ne vais pas refuser d'enseigner la justice si j'enseigne de discourir sur la justice, alors qu'il avait soutenu le contraire antérieurement. Hein. Et cet aveu avait réduit Gorgias à se contredire. Et c'est justement cela que tu cherches. Tu cherches à provoquer des contradictions chez les gens. Là-dessus, Polos s'est moqué de toi, et à juste titre, à mon avis. Et voilà que Polos s'est mis lui-même dans le même cas que Gorgias, et pour ma part, je ne saurais l'approuver de t'avoir accordé qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la subir. C'est à la suite de cette concession que tu as pu l'empêtrer dans tes raisonnements et lui fermer la bouche, parce qu'il n'a pas osé parler suivant sa pensée. C'est ça, Gorgias et Polos, en fait, ce sont des ventres mous, ils n'ont rien dans le ventre. Hein. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur pensée, ils se sont dégonflés. Il ne fallait pas se dégonfler, il fallait aller jusqu'au bout. Hein. Il ne fallait pas avoir peur des conséquences de ce qu'on allait dire. En fait, ce sont des lâches, quoi, des trouillards. Hein. Car au fond, Socrate, c'est toi qui, tout en protestant que tu cherches la vérité, te comporte comme un vulgaire déclamateur et dirige la conversation sur ce qui est beau, non selon la nature, mais selon la loi. En fait, Socrate, euh, tu prétends chercher la vérité, mais tu ne cherches pas la vérité. Tu cherches à embarrasser ton interlocuteur. Et comment tu le fais en l'occurrence? Tu discutes sur ce qui est beau selon la loi et non pas selon la nature, selon la loi humaine, bien entendu, et non selon la nature. Or, le plus souvent, paragraphe suivant, la nature et la loi, je vais trop vite? Oui? Où voulez-vous que je revienne? Simplement, juste après que Socrate ait reproché justement à Gorgias et Polos d'être des dégoûtés quand ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur pensée. J'aimerais savoir si on répondu justement Gorgias et Polos à la fin. Alors attendez, juste une seconde, je vérifie quelque chose d'abord parce que je vais remettre le partage une seconde. Oui, c'est bon, ça enregistre. D'accord. Oui, d'accord. Donc je remets le partage. Donc vous disiez, vous avez perdu les pédales à quel moment? Au moment où Socrate a justement reproché à Gorgias et Polos d'être des dégoûtés, et on va savoir justement ce que ces dernières ont répondu à Non, la ils n'ont fin. rien répondu. En fait, c'est une succession d'entretiens, le Gorgias. Donc, première partie d'entretien qui traite justement de la rhétorique, ça oppose euh, euh, Socrate et Gorgias. Ensuite vient Polos qui prend le relais, et ensuite vient Calliclès qui prend le relais. Et toute la fin, parce que Gorgias c'est un dialogue qui est très long, toute la fin, à partir du moment où Calliclès a pris la parole, la discussion va se poursuivre avec Calliclès. On n'entend plus Gorgias, ou peut-être qu'il intervient à un moment donné pour dire que oui, il souhaite que la discussion se poursuive, parce que Gorgias il est assez affable en fait. Hein. Contrairement à Calliclès qui est un type violent et véhément, Gorgias, c'est quelqu'un d'affable. Parce que dans les dialogues de Platon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les caractères sont très vivants. Hein. Et donc, quand on dit le Gorgias ou quand on lit le Protagoras, on imagine très bien Gorgias ou Protagoras en face de soi. Dans la République, on imagine très bien Thrasymachus en face de soi. Ce sont des caractères très vivants. Et donc, en fait, Calliclès est dépeint comme un type violent, en fait. Hein. Son discours est violent, il est très violent. Hein. Tandis que Gorgias est affable. Mais à ce stade, Calliclès, c'est lui qui prend la direction des événements parce que justement, il considère que euh, Gorgias et Polos ne sont pas allés assez loin. Hein. Et donc, le but de Platon, en faisant intervenir Calliclès, c'est de montrer le danger, parce que Gorgias est un sophiste orthodoxe, comme Protagoras. Ce n'est pas un type qui professe un amoralisme puisqu'il a reconnu que finalement, si on venait lui demander de lui enseigner, si quelqu'un venait lui demander de l'enseigner la justice, il l'enseignerait. Donc il n'est pas quelqu'un de, c'est pas un sale type si vous voulez. Hein. Simplement, il est vaniteux, comme tous les sophistes, mais ce n'est pas un de ces amoralistes, parce que vous savez, les cyniques sont restés les sophistes sont restés dans l'histoire comme des gens qui sont empreints d'amoralisme. Mais ce n'est pas le cas de gens comme Gorgias et le Protagoras. Certes, il consacre, comme je vous l'ai expliqué, une rupture entre la pensée et la vérité. Hein. Il n'y a pas de vérité, l'homme est la mesure de toute chose, hein, bon, etc. Mais ils n'abolissent pas pour autant
toute morale, seulement il veut reconstruire une morale humaine, surtout Protagoras, une morale humaine qui se traduit dans la cité par la recherche d'un bien commun empirique. C'est pour ça que Protagoras avait été désigné par Périclès pour donner des lois à la cité-colonie grecque de Tourioi. Hein. Donc ce ne sont pas des amoralistes. Euh, mais donc, pourquoi Calliclès intervient dans ce dialogue? C'est parce que Platon veut montrer à quelle dérive la sophistique peut conduire dans l'esprit de certains, en fait. Parce que Calliclès, autant le dire maintenant, ça n'est pas un sophiste. Il va le dire dans la suite du passage, mais on n'étudiera pas cette suite du passage en cours. Il va dire que c'est bien bon de faire de la philosophie quand on est jeune. On peut suivre des leçons de philosophes ou des leçons des sophistes, puisque les sophistes, vous savez, à Athènes, on ne faisait pas tellement de différence entre Socrate et les sophistes. C'est après que beaucoup de gens appelaient Socrate un sophiste. C'est après qu'on a dit les sophistes, c'est les anti-philosophes. Hein. Jusqu'à Hegel, on a dit les sophistes, c'est les anti-philosophes. Ils ne sont pas fréquentables, en fait. Mais dans l'Antiquité, je peux vous dire que les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ ne faisaient pas très bien la différence entre Socrate et les sophistes. Socrate était considéré comme un sophiste aussi, en fait. Sophiste, ça veut dire celui qui est excellent dans un art quelconque. Hein. Donc, ce n'est pas un terme péjoratif, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est simplement après, sous l'influence de Isocrate, Platon, Xénophon et Aristote, que sophiste a pris ce sens péjoratif jusqu'à ce que les sophistes soient réhabilités comme d'authentiques philosophes par Hegel au XIXe siècle. Hein. Donc, ce que dit Calliclès à la fin de son discours, mais qu'on ne verra pas ensemble, c'est moi j'ai suivi des leçons quand j'étais jeune. C'est bien bon de suivre des leçons des philosophes, c'est-à-dire des sophistes. Il a suivi des leçons des sophistes, en fait, quand il était jeune, mais il n'est pas sophiste lui-même, c'est-à-dire il ne fait pas profession d'enseigner un savoir, c'est juste un ambitieux, en fait, qui a suivi les leçons des sophistes pour trouver dans les leçons des sophistes, euh, comment dirais-je, des trucs, des tuyaux pour satisfaire ses ambitions et passions personnelles en réalité. Il explique à Socrate, à la fin de sa tirade, que la philosophie, c'est bien, on peut pratiquer ça jeune, mais vraiment, quand on la pratique à l'âge de Socrate, c'est complètement méprisable. Il y a un temps pour la philosophie, il y a un temps pour l'action. Et toi, Socrate, qui continue à philosopher à ton âge, c'est ridicule et tu vas avoir des ennuis, Socrate. Je dis ça, je ne dis rien, mais tu vas avoir des ennuis. Et effectivement, il a eu des ennuis. Voilà. Donc, Calliclès n'est pas un sophiste, mais Platon l'a planté là dans le dialogue parce que le dialogue va crescendo, si vous voulez. On a d'abord Gorgias qui est affable, ensuite Polos qui est un peu plus véhément, assez agressif, et après arrive Calliclès. Alors là, ça crève le fond de la barrique, comme on dit dans le sud de l'Allemagne. Hein, je vous traduis. On dit ça crève le fond de la barrique, ça explose le fond de la barrique. Ça veut dire c'est le bouquet, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Et donc, car au fond, Socrate, c'est bon là, vous avez raccroché les wagons? Vous m'interrompez hein, si ça va trop vite. C'est donc toi qui, tout en protestant que tu cherches la vérité, te comportes comme un vulgaire déclamateur et dirige la conversation sur ce qui est beau, non selon la nature, mais selon la loi. C'est-à-dire, j'ai bien compris ton petit jeu, Socrate. En fait, tu, ton interlocuteur croit que tu discutes de ce qui est beau selon la nature, mais toi, tu es en train de discuter de ce qui est beau selon la loi. Et c'est comme ça que tu embarrasses ton interlocuteur. Or, le plus souvent, la nature et la loi s'opposent l'un à l'autre. Bon, là, ça ne doit rien avoir de nouveau pour vous, parce que c'est le fameux couple antinomique entre nature et loi chez les sophistes, qui est quelque chose de très classique, qu'on trouve dans beaucoup d'extraits des textes des sophistes et qu'on trouve notamment dans le texte d'Antiphon le sophiste qu'on a vu ensemble. La nature et la loi s'opposent. Donc Calliclès ne fait que répéter ce que les sophistes enseignent. Il y a contradiction entre la loi et la nature. Donc jusque-là, c'est de la sophistique orthodoxe, si je puis dire. Mais après, c'est moins orthodoxe. Si donc par pudeur on n'ose pas dire ce qu'on pense, on est forcé de se contredire. Si donc par pudeur on n'ose pas dire ce qu'on pense, on est forcé de se contredire. Et c'est un secret que tu as découvert toi aussi et tu t'en sers pour dresser des pièges dans la dispute. Alors que veut-il dire exactement? C'est expliqué ensuite. Si l'on parle en se référant à la loi
tu interroges en te référant à la nature, parce que vous savez que Socrate, il procède par question-réponse. Hein. Donc, si on parle en se référant à la loi, tu interroges en te référant à la nature. Si, tu, si on parle de ce qui est dans l'ordre de la nature, tu interroges dans ce qui est dans l'ordre de la loi. C'est ainsi, par exemple, qu'à propos de l'injustice commise et subie, tandis que Polos parlait de ce qui est de la plus laid selon la loi, toi, tu poursuivais la discussion en te référant à la nature. Car selon la nature, tout ce qui est plus mauvais est aussi plus laid, comme de souffrir l'injustice, tandis que selon la loi, c'est la commettre. Voilà comment il traduit ce que Socrate a dit. En fait, selon la nature, tout ce qui est plus mauvais est aussi plus laid, comme de souffrir l'injustice, tandis que selon la loi, c'est de la commettre. Ce qui veut dire, c'est que, en fait, Paulos voulait dire que selon la loi, commettre l'injustice était mauvais si on était puni. Mais que si on était impuni, c'était bon. Mais toi, euh, Socrate, non, pardon, ce que Paulos a dit, c'est que selon la nature, c'est mieux de commettre l'injustice. Selon la nature, c'est de mieux de commettre l'injustice parce qu'on n'est pas puni. Enfin, il n'avait pas, Paulos n'a pas utilisé cette antinomie entre la nature et la loi. Mais c'est ainsi que Calliclès traduit sa pensée. Il dit en fait ce que Paulos voulait dire, c'est que selon la nature, ce qu'il y a de mieux, c'est de commettre l'injustice parce qu'on n'est pas puni pour la commettre. Mais effectivement, toi, ce que tu as fait, tu as démontré, mais euh, selon la loi, ce qui est pire, c'est de subir l'injustice. Non. Selon la nature, ce qui est bien, c'est de commettre l'injustice. Selon la loi, ce qui est mal, c'est de commettre l'injustice. Parce que si tu commets l'injustice selon la loi, tu es puni. Pas facile, ça. Hein. Mais en fait, Paulos a dit, c'est beaucoup mieux, il vaut mieux être injuste impunément que de souffrir des châtiments alors qu'on est juste. Souffrir un châtiment qu'on n'a pas mérité, c'est bien pire que de commettre l'injustice. Et Socrate n'est pas d'accord avec cela, parce qu'il dit commettre l'injustice, c'est le pire des maux. C'est pire que de subir l'injustice. Et donc, euh, Calliclès dit, en fait, Paulos n'est pas allé jusqu'au bout de la pensée parce que tu l'as emberlificoté, en fait. Parce que ce que Paulos voulait dire, c'était que selon la nature, c'est mieux de commettre l'injustice, mais selon les lois de la cité, ça n'est pas mieux de commettre l'injustice parce qu'on est puni. C'est la fameuse opposition quand ils font fait entre ce qui est légal, qui est juste, et la nature. Il dit quand on va à l'encontre de la nature, c'est toujours préjudiciable, tandis que quand on va à l'encontre de la loi, c'est préjudiciable uniquement si on est surpris. Hein. Et donc, euh, après, c'est plus Paulos qui parle, c'est Calliclès cette fois-ci. Parce que ce n'est même pas le fait d'un homme de subir l'injustice, c'est le fait d'un esclave pour qui la mort est plus avantageuse que la vie et qui lésé et bafoué n'est pas en état de se défendre, ni de se défendre ceux auxquels il s'intéresse. Donc en fait, selon la nature, euh, subir l'injustice, c'est totalement mauvais. Mais selon moi, les lois sont faites pour les faibles et par le grand nombre. C'est pour eux et dans leur intérêt qu'ils les font et qu'ils distribuent les éloges ou les blâmes. Et pour effrayer les plus forts, ceux qui sont capables d'avoir l'avantage sur eux, pour les empêcher de l'obtenir, ils disent qu'il est honteux et injuste d'ambitionner plus que sa part, pléonexia, toujours c'est la pléonexia, et que c'est en cela que consiste l'injustice, à vouloir posséder plus que les autres. Quant à eux, j'imagine qu'ils se contentent d'être sur le pied de l'égalité avec ceux qui valent mieux qu'eux. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce qui veut dire, c'est que l'antinomie entre la nature et la loi, selon lui, maintenant c'est Calliclès qui parle, ce n'est plus Antiphon le sophiste ou d'autres sophistes. L'antinomie entre la nature et la loi, c'est la suivante. Dans la nature,
ce sont les plus forts qui l'emportent, et ceux qui sont opprimés, les plus faibles, ce sont des esclaves, en fait. Mais le problème, c'est que dans la cité, il y a des lois qui sont faites, et ces lois, elles sont faites par les plus faibles, pour tenir en lisière les plus forts. En fait, le problème, c'est que dans la cité, il y a des gens qui sont conscients que les plus forts risquent de prendre l'avantage sur eux, qu'ils risquent de laisser cours à leur pléonexia, hein, à leur volonté d'avoir une plus grande part que les autres, et pour les en empêcher, les plus faibles, qui sont les plus nombreux, prennent des lois pour les punir, parce qu'ils ont peur des plus forts. Donc c'est une attaque en règle, en fait, contre la démocratie athénienne. Ça consiste à dire, regardez comment ça se passe à Athènes. C'est contraire à la nature, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que normalement, si la nature devait prévaloir, les plus forts écraseraient les plus faibles. Mais justement, dans la démocratie athénienne, ce qui s'est passé, c'est que les plus faibles ont fait des lois pour se protéger des plus forts et les punir. Ils les empêchent de prendre plus que leur part en les punissant. Et eux se contentent d'être sur un pied d'égalité avec ceux qui valent mieux qu'eux. Et en fait, ça, c'est contraire à la nature parce que ça veut dire que tout le monde est sur un pied d'égalité, alors que les plus forts méritent plus que les plus faibles. Est-ce que vous y êtes ou pas? Alors, c'est un peu emberlificoté, c'est-à-dire qu'il exploite l'antinomie entre la nature et la loi pour en tirer une conséquence qui n'est pas d'une sophistique orthodoxe, qui consiste à dire la nature, c'est que les plus forts l'emportent sur les plus faibles, et la loi est faite en sorte de contrarier la nature en permettant aux plus faibles de tenir en lisière les plus forts. Alors qu'en réalité, les plus forts sont plus méritants que les plus faibles. C'est ce qu'il dit à la fin, avant le paragraphe 39. Ils se contentent d'être sur le pied d'égalité avec ceux qui valent mieux qu'eux. Donc ça commence déjà à suggérer que c'est pas ça qu'il faudrait faire en fait. Et je pense qu'on va prendre la fin du texte après la pause. Mais je ne suis pas sûr d'avoir été tout à fait parfaitement performant parce que j'ai eu du mal avec le texte. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudrez que je revienne après la pause? Vous m'en parlerez après la pause. Je pense qu'à un moment donné, ça a été dur, mais le texte n'est pas facile. Déjà, la traduction du texte est excellente, mais le texte grec n'est pas très facile. J'ai souvent lu ce texte en grec et c'est pas trop facile. Parce qu'il s'abrite derrière une distinction classique qui est celle de l'opposition entre la nature et la loi, qui est une opposition sophistique classique, pour en tirer après ses propres conséquences. Et il y a un glissement en fait dans sa pensée, parce qu'en fait c'est un personnage véhément et impulsif, hein. Et donc il monte dans les tours directs, quoi. Il monte dans les tours directs. Il commence comme ça. Dès le départ, il engueule l'autre, et puis il monte dans les tours, quoi. Et donc, à un moment donné, c'est même plus une question de cohérence, c'est juste une question d'humilier Socrate, en fait, hein. C'est Trump dans le bureau ovale face à Zelensky, en fait. Tu n'as pas les cartes en main, et voilà, quoi. OK, 10 minutes de pause. C'est pas plutôt à Caliclès qu'à Socrate? Parce que Socrate, il n'y a pas que Platon qui en parle, Aristote en parle également, Xénophon. Alors Aristote n'a pas connu personnellement Socrate, mais il en parle quand même. Et ce n'est pas dans des dialogues qui sont des œuvres fictives, puisque vous savez que Aristote avait écrit des... Vous ne savez pas qu'Aristote avait écrit des dialogues, mais nous ne les avons pas conservés, hein. D'Aristote, nous avons conservé uniquement ce qu'on appelle des œuvres ésotériques, c'est-à-dire ses notes de cours, en fait. C'est comme moi, si je mourais demain, quelqu'un éditait mes notes de cours. Il a écrit des dialogues, comme Platon, mais on ne les a pas conservés. Or, Aristote parle de Socrate. Xénophon, qui était l'élève de Socrate, parle de Socrate. Aristophane, dans les Nuées, parle de Socrate pour le dénoncer comme un sophiste. C'est un ennemi de Socrate. Donc, tout ça montre que le personnage a clairement existé. Celui dont on se demande s'il a vraiment existé, c'est Caliclès. Alors, ça anticipe sur ce que j'allais dire tout à l'heure, mais non seulement Caliclès n'est pas un sophiste, c'est juste quelqu'un qui a suivi les enseignements des sophistes, hein. Non seulement ça, mais en plus, le problème de Caliclès, c'est que le seul endroit où on en parle
littérature et la philosophie grecque, c'est dans le Gorgias de Platon. C'est le seul endroit où ce Calliclès est mis en scène. Donc, l'opinion sans doute dominante, l'opinion dominante, je pense, exprimée notamment par Jacqueline de Romilly, est que ce Calliclès est un personnage fictif que Platon a inventé, peut-être à partir de personnages réels, hein, ou d'une différents personnages réels, que Platon a créé et dans lequel il a voulu concentrer euh, tous les dangers que la sophistique pouvait présenter, euh, interprétés par certains personnages. Il a voulu concentrer dans le personnage de Calliclès tous les dangers que la sophistique représente, en fait. Tandis que Thrasymachus, lui, a réellement existé. Thrasymachus de la République, on a des écrits de lui en dehors de sa tirade où il est un peu ridiculisé dans la République de Platon, parce qu'il était réputé pour ses talents oratoires et aussi pour sa véhémence, hein. Et donc Platon le tourne un peu en ridicule dans la République, mais c'est un personnage qui a réellement existé. Et c'était un personnage qui était pessimiste. C'était un sophiste pessimiste, en fait. Considéré, il y a un passage de Thrasymachus, je ne sais plus où il explique que les dieux ne se préoccupent pas des choses humaines parce qu'ils s'en préoccupaient, ils ne laisseraient pas les injustices comme ça se commettre dans le monde. Donc c'était un personnage pessimiste. C'est comme ça que ça se passe, quoi, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. On ne peut rien y faire. Voilà. Les dieux ne s'intéressent pas aux choses humaines parce que sinon, ils n'auraient pas permis que tant d'injustices se produisent sur Terre. Il a dit ça quelque part. Donc, si maintenant on revient au texte de Calliclès, alors première question d'abord, comme je pense que mes explications n'ont pas été aussi brillantes que ce que j'espérais, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, des choses que vous n'aviez pas comprises dans le... Bon, retenez que Calliclès reproche à Socrate d'avoir joué sur deux tableaux sans le dire, tantôt en opposant la loi à la nature, Apollos, tantôt en opposant Apollos la nature et la loi. La nature à la loi. C'est-à-dire que quand Apollos parlait selon la loi, il parlait selon la nature. Quand Apollos parlait selon la nature, il parlait selon la loi. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait, hein. C'est juste Calliclès qui interprète les choses comme ça, parce qu'il veut développer sa propre pensée, euh, et donc, il introduit cette opposition entre la nature et la loi, et il dit qu'en fait, tout ce qui s'est passé entre Polos et Socrate s'explique par le fait que Socrate distinguait subrepticement la nature et la loi sans le dire à Polos, qui ne s'en est pas rendu compte. Mais c'est l'interprétation de Calliclès. Et en fait, ça ne lui sert que de prétexte pour développer sa propre pensée. Sa propre pensée, ça consiste à dire donc, selon la nature, euh, celui qui se fait prendre ses biens, qui souffre une injustice, selon la nature, euh, euh, souffrir l'injustice, c'est ce qu'il y a de pire. Ce n'est même pas le fait d'un esclave, voilà ce qu'il dit, hein. Mais selon la loi de la cité, c'est commettre l'injustice qui est le pire parce que les faibles dans la cité, pour tenir en lisière les forts, ont fait des lois qui empêchent les forts de s'épanouir, de se livrer à leur pléonexia, le fait de prendre plus que les autres, hein. Je vous ai mis pléonexia tout à l'heure dans le chat, hein. Le fait de prendre plus que sa part. Quant aux faibles, qui sont des gens, quant aux faibles qui font les lois, qui sont des gens, en fait, euh, une espèce de petites fourmis sans importance, eux, ils se contentent d'avoir leur part, ils sont bien contents d'avoir la même part que les autres. Mais c'est parce que c'est des gens qui n'ont rien dans le ventre, quoi, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein. Et alors, à partir du paragraphe 39, là, dans le texte, euh, il passe à une étape supplémentaire. Il y a un basculement qui se produit dans sa tirade. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il opposait la nature et la loi, mais maintenant, il va opposer, alors là, ça n'est plus du tout orthodoxe d'un point de vue sophistique, il va opposer une prétendue loi naturelle à la loi humaine. Voilà pourquoi, vous voyez suffisamment clair au fond, mademoiselle? C'est bon? Voilà pourquoi, dans l'ordre de la loi, on déclare injuste et laide
l'ambition d'avoir plus que le commun des hommes. Voilà pourquoi, dans l'ordre de la loi, on déclare injuste et laide la pléonexia, terme grec que je vous ai mis tout à l'heure dans le chat. Hein. Et c'est ce qu'on appelle injustice, dans l'ordre de la loi, dans l'ordre de la loi humaine. Hein. Ce qu'on appelle injustice, c'est le fait de prendre plus que sa part, voler autrui, coucher avec la femme d'autrui, euh, tuer autrui pour le dépouiller, etc. Ça, c'est considéré comme laid selon la loi humaine. Mais je vois que la nature elle-même proclame qu'il est juste. Oui, basculement. Il est juste. Il n'a pas utilisé ça, il n'a pas dit ça jusqu'à présent. Je ne pense pas. Il a dit, il a dit qu'il y avait des choses qui étaient laides selon la nature et d'autres qui étaient laides selon la loi. Mais maintenant, il dit, je vois que la nature elle-même proclame qu'il est juste que le meilleur est plus que le pire et le plus puissant que le plus faible. Elle nous montre par mille exemples qu'il en est ainsi et que non seulement dans le monde animal, mais encore dans le genre humain, dans les cités et les races entières, on a jugé que la justice voulait que le plus fort commandât au moins fort et fût mieux partagé que lui. Brûlante actualité, n'est-ce pas? De quel droit en effet exercesse? De quel droit? On fait intervenir le terme droit maintenant. Dikaion en grec. De quel droit en effet Xerxès porta-t-il la guerre en Grèce et son père en Scythie, sans parler d'une infinité d'autres exemples du même genre qu'on pourrait citer en interrogation. Mais ces gens-là, je pense, agissent selon la nature du droit et par eux selon la loi de la nature. Mais non peut-être selon la loi établie par les hommes. C'est-à-dire qu'il est en train de déraper complètement, il part complètement en live, quoi. Hein. Il est en train de glisser d'une opposition entre la nature et la loi à une opposition entre une prétendue loi naturelle du plus fort et une loi humaine du plus faible, en fait. Il est parti complètement en vrille, quoi. Hein. Et il dit, voilà, regarde comment ça se passe dans le monde animal. Les lions dévorent les agneaux, euh, euh, les panthères égorgent les sangliers, mais c'est aussi dans le monde humain comme ça, parce que regarde ce que Xerxès a fait. Il a attaqué la Grèce au nom de quel droit? Le droit du plus fort, le droit du plus fort. Sans parler d'une infinité d'autres exemples du même genre. Parce qu'il ne faut pas remplacer le dialogue du Gorgias dans son contexte. On est au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un dialogue de jeunesse hein, de Platon. Donc, comme Platon est mort en 340 avant Jésus-Christ, mettons qu'il a dû écrire ça aux alentours de 380. C'est impossible de dater le dialogue, mais ça doit être ça. Donc, à cette époque-là, que s'était-il passé? La guerre du Péloponnèse s'était achevée par la défaite d'Athènes. Et pendant la guerre du Péloponnèse, il y a eu, entre autres exemples dramatiques, l'exemple de l'île de Bélos. C'est une île grecque. Et les habitants de l'île de Mélos voulaient rester neutres dans le conflit qui opposait Sparte et Athènes, puisque Sparte et Athènes et leurs alliés s'opposaient dans la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse, c'est la guerre de Sparte contre Athènes, ou de Sparte et ses alliés contre Athènes et ses alliés. Et donc, euh, l'île de Mélos avait dit qu'elle voulait rester neutre. Donc, Athènes a dépêché des ambassadeurs à l'île de Mélos. Tout ça est connu parce que c'est relaté par Thucydide dans son histoire de la guerre du Péloponnèse. Et les ambassadeurs d'Athènes se sont présentés à Mélos et ont dit, vous devez vous mettre votre armée et le reste à la disposition d'Athènes. Et pourquoi nous vous le demandons de le faire? Parce que c'est notre droit, en tant que nous sommes les plus forts, nous dominons. Et vous, vous n'avez qu'à obtempérer. Donc il y a un discours des ambassadeurs athéniens à l'île de Mélos qui consiste à dire, vous allez faire ce qu'on vous dit parce que nous sommes les plus forts. Et donc, Mélos a refusé, et donc Athènes a envahi Mélos, a tué tous les hommes en âge de porter des armes et a déporté les femmes et les enfants. Voilà. Donc, voilà quand Calliclès dit d'une foule d'autres exemples du même genre, il pense à ça. Il pense à cet épisode de la guerre du Péloponnèse. Mais vous comprenez bien que tout ça est d'une brillante actualité. Hein, Monsieur Trump convoque Zelensky dans le bureau ovale et lui dit, vous allez signer ça
Mais moi, je voudrais des contreparties, des garanties. Vous dites que vous voulez faire la paix avec la Russie, je voudrais des garanties. Vous n'avez rien à exiger, vous avez à signer un contrat, c'est tout. Vous fermez votre gueule, vous signez le contrat. Hein, voilà. Et maintenant, M. Trump a dit avant-hier, a encore répété que le Groenland serait américain. Au nom de quoi il veut attaquer l'île du Groenland? De la même façon que les Grecs, les Athéniens ont attaqué l'île de Mélos. C'est exactement le même discours, en fait. Hein. Sauf qu'en plus, aux États-Unis, ce n'est même plus une démocratie. Hein. Donc, en fait, au nom de quoi il veut prendre le Groenland? Au nom du droit du plus fort. C'est exactement ça. Au nom de quoi ils veulent dépêcher l'Ukraine entre les Américains et les Russes? C'est au nom du droit du plus fort. Donc, les descendants lointains de Caliclès, nous les avons sous les yeux. En fait, c'est ça. Hein. Et donc, oui, je suis enregistré, j'en ai rien à foutre. Je suis encore en démocratie, j'en profite. Hein. Et il y a Fsioznaïu, comme dit Zelensky en russe. Je vous ai dit ça, non? Je sais tout. Euh, Ces gens-là, je pense, agissent selon la nature du droit et par eux, selon la loi de la nature. C'est exactement ça. Renversement de l'ordre international. À l'époque, il n'y avait pas de droit international. Hein, mais là, maintenant, c'est le renversement du droit international. Il n'y a qu'une seule loi qui prévaut, c'est la loi du plus fort. Et elle est légitime parce qu'ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts. Nous formons les meilleurs et les plus forts d'entre nous, que nous prenons en bas âge comme des lionceaux pour les asservir par des enchantements et des prestiges en leur disant qu'il faut respecter l'égalité et que c'est en cela que consiste le beau et le juste. Mais qu'il paraisse un homme d'une nature assez forte pour secouer et briser ses entraves, un Trump quelconque donc, et s'en échapper, ou un D. Vance quelconque, qui s'est fait servir une pizza en Seine-et-Marne, je ne comprends pas pourquoi le propriétaire du restaurant ne lui a pas mis en travers de la gueule sa pizza. Pour les asservir par des enchantements et des prestiges, en leur disant qu'il faut respecter l'égalité, c'est en cela que consiste le beau et le juste. Mais qu'il paraisse un homme d'une nature assez forte pour secouer et briser ses entraves et s'en échapper, je suis sûr que foulant au pied nos écrits, nos prestiges, nos incantations et toutes les lois contraires à la nature, il se révoltera et que nous verrons apparaître notre maître dans cet homme qui était notre esclave. Et alors le droit de la nature brillera dans tout son éclat. Hein. C'est du fascisme, quoi. C'est un discours fascisant qui est totalement d'actualité. C'est pour ça que ce qui est bien avec les Grecs, c'est qu'ils pensent universellement, en fait. Il n'y a rien de vieilli dans ce discours. Alors, ce discours est resté dans l'histoire comme un des discours les plus violents qu'on puisse lire en philosophie. À côté, Machiavel, c'est de la dentelle. Violent et inquiétant. Et donc, il y a quand même un certain nombre de différences, et je vais terminer par là, entre le discours de Caliclès et le discours de Thrasymachie. Première différence, elle tient aux auteurs respectifs des discours, puisque Thrasymachie est un sophiste qui a réellement existé, tandis que Caliclès est un personnage probablement fictif, dans lequel Platon a voulu concentrer tous les dangers que pouvait représenter la sophistique. Deuxième différence, en fait, si on revient à la thèse de Thrasymachie, c'est que c'est les plus forts que la justice, c'est l'intérêt des plus forts, hein, parce qu'ils font toujours des lois dans leur intérêt. Mais en fait, chez Caliclès, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit que dans les lois humaines, elles sont faites dans l'intérêt des plus faibles. Hein, parce qu'ils prennent des lois pour tenir en lisière, pour empêcher les plus forts de prendre plus que leur part. Hein. Donc en fait, c'est exactement l'inverse dans le discours de Calliclès que dans le discours de Thrasymachie, quelque part. Mais euh, en fait, Calliclès, il vise la démocratie. Troisième différence. Il vise la démocratie, en fait, en disant que les plus faibles imposent leurs lois aux plus forts. Il vise la démocratie et il appelle de ses voeux un régime oligarchique, voire une tyrannie, en fait, un despotisme. Tandis que Thrasymachie, lui, il a un discours complètement populiste. D'ailleurs, ce n'est pas le discours de Thrasymachie, parce que si on prend la République de Platon, à plusieurs endroits de la République, après cette tirade de Thrasymachie, Socrate dira « Nous n'admettrons pas comme Thrasymachie et les autres le disent ». C'est-à-dire qu'en fait, le discours que fait tenir Platon dans la République à Thrasymachie,
ce n'est pas le discours de Trasimaque, c'est le discours de Trasimaque et tous les gens qui pensent comme lui. Et ils sont nombreux, parce que c'est un discours populiste. C'est un discours gilet jaune, France insoumise, Rassemblement national, c'est tout ce que vous voulez, c'est un discours comme ça. Il y a beaucoup de gens. Hein. C'est un discours populiste, en fait, démagogique. Voilà. Et c'est ça qu'en fait le discours qu'il tient. Tandis qu'Aniclès, il soutient une thèse originale. Donc le discours de Trasimaque n'a aucune ambition philosophique. C'est un discours qui est dirigé contre l'État et les institutions en général. Hein. C'est la révolte euh, des classes populaires qui se considèrent comme déshéritées contre des gouvernants dont ils s'imaginent qu'ils s'enrichissent à leur détriment. Le gasoil est toujours plus cher, on donne des millions à Zelensky. Il faut que ça cesse. C'est ça le discours, en fait. Donc, il se fait le porte-parole, en fait, des gens qui se considèrent comme opprimés, qui pensent que si on n'avait pas donné des millions à l'Ukraine pour qu'elle se défende, ils auraient eu plus d'argent. Et qu'en fait, c'était fait pour permettre à Zelensky de s'enrichir et Macron de s'enrichir aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est complotiste, quoi, à la limite. C'est à la limite complotiste. Hein. Euh, Troisième différence, donc c'est les plus forts chez Trasimac, c'est les plus faibles chez Calicès. Mais troisième différence, le discours de Trasimac est un discours donc purement factuel, tandis que le discours de Caliclès est un discours normatif. Si on reprend le discours de Trasimac, il n'est pas question de la nature ou d'une loi naturelle dans son discours. À aucun moment il prononce le mot nature, physis, ou le mot loi naturelle, euh, nomos physikos. Il n'utilise pas ces termes, Trasimac. Il ne parle pas de la nature. Il parle juste de ce qui se passe empiriquement, en fait, dans les cités. Ou dans toute forme de gouvernement, d'ailleurs, parce qu'il s'en prend à toutes les formes de gouvernement. Hein. Tandis que Calicès s'en prend essentiellement à la démocratie. Donc, Trasimac n'a pas un discours normatif, en tout cas dans les deux premières parties de son discours. Il n'a pas un discours normatif, il dit simplement, voilà, ça se passe en fait comme ça. Tandis que Caliclès, lui, il a un discours normatif parce qu'il dit qu'il y a une loi naturelle qui doit l'emporter et qui doit permettre d'éliminer la loi humaine. Parce que dans le discours de Caliclès, je vous l'ai dit, il y a un basculement à un moment. Il est en train de parler de la nature et tout d'un coup, il se met à parler du droit de la nature, de la loi de la naturelle. Et il dit que c'est cette loi qui doit triompher, la loi naturelle du plus fort. Donc c'est un discours plus ambitieux, normativiste. Normatif plutôt. Normativiste, ça fait plutôt Kelsen. Hein. Normatif. Mais c'est pour ça que j'avais pris le discours de Trasimac jusqu'au bout. Il faut quand même voir que la fin du discours de Trasimac annonce le discours de Caliclès. La fin du discours de Trasimac annonce le discours de Caliclès parce que dans la fin de son discours, il explique qu'en fait, le fait de pratiquer la pléonexia, c'est très bien en fait. Et que ceux qui, au contraire, respectent la justice, qui se font avoir par ceux qui prennent plus, ben, tant pis pour eux, ce sont des faibles en fait, c'est tant pis pour eux. Et ce qui compte, justement, c'est de pouvoir s'emparer du bien d'autrui par la fraude et la violence sans être puni, comme l'ancêtre de Gigès. C'est ça qui est important. Et donc ça, c'est bien, c'est ça le top. Hein. Et les gens justes, ce sont des gens naïfs, des idiots. Donc cette fin du discours de Trasimac, où il s'emballe un peu, il monte aussi dans les tours, ça annonce le discours de Caliclès, ça annonce le discours qui consiste à dire que ce qui est bien, euh, simplement, Trasimac dit que c'est l'injustice qui doit l'emporter sur la justice. Il parle d'injustice qui l'emporte sur la justice. Mais Caliclès, il franchit encore une étape supplémentaire, il dit que ce que Trasimac lui appelle l'injustice, c'est la justice en fait. Parce que la justice, c'est le droit, hein, et il y a un droit du plus fort, une loi du plus fort qui est une loi naturelle. C'est la justice, ce que Trasimac dépeignait comme l'injustice tout en faisant l'éloge. Caliclès dit que c'est la justice, mais la justice selon la nature. Donc, là, une loi naturelle. La justice est liée à la loi. Hein. Donc, même si le discours de Trasimac est, disons, plus primitif, moins élaboré que celui de Caliclès, la fin du discours de Trasimac annonce le discours de Caliclès. Alors, évidemment, là, il y a une question qui divise les interprètes.
est-ce que Platon a écrit d'abord le Gorgias ou d'abord le livre premier de la République? Parce que la République est un dialogue qui est très long, qui fait 10 livres. Or, comme la thèse de Thrasymachus est moins élaborée que celle de Calliclès, certains disent peut-être que la République, le Gorgias est un texte, est un dialogue de jeunesse hein, de Platon, mais certains disent que la République, le livre 1 de la République, est peut-être encore antérieur au Gorgias, que Platon n'avait pas encore complètement développé ce à quoi pouvaient conduire les dérives sophistiques et qu'il a fait tenir à Calliclès dans le Gorgias un discours plus élaboré que Thrasymachus parce qu'il y a réfléchi après avoir achevé le livre 1 de la République. En d'autres termes, parce qu'il y a certains auteurs, certains experts qui disent que, en fait, la République au départ était limitée au livre 1. Que la République, c'était juste le livre 1 de la République. Ça aurait été un dialogue de jeunesse, parce qu'un certain nombre de dialogues de jeunesse de Platon sont des dialogues aporétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse aux questions qui sont posées. Or, c'est le cas, par exemple, de Protagoras, dialogue de Platon. Protagoras, c'est un dialogue de jeunesse, ça se termine sur une impasse. La vertu peut-elle être enseignée ou pas? Il n'y a pas de réponse. Là, dans le dialogue La République, le livre 1, ça se termine par le fait que, comme on a dû défendre l'utilité de la justice contre Thrasymachus, on n'a pas défini la justice, alors que le point de départ du dialogue, c'était de savoir ce que c'était que la justice. Donc, on aurait, dans le livre 1 de La République, un dialogue qui initialement était autonome et qui était un dialogue de jeunesse de Platon. Mais ce n'est pas sûr, rien n'est sûr. Parce qu'en fait, peut-être que Platon, parce que La République étant très long, il a mis du temps pour l'écrire, évidemment. Hein. C'est plus long qu'écrire un mémoire de master. Hein. Donc, peut-être qu'il a écrit sa République petit à petit, et peut-être que si la thèse de Thrasymachus est aussi peu élaborée et moins élaborée que celle de Calliclès, c'est parce que le sujet de la République, c'est la justice, et donc il s'agit de définir la justice. Et donc, pour définir la justice, il faut déjà écarter des définitions qui n'en sont pas, comme celle de Thrasymachus. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin et soutenir une thèse comme celle de Calliclès. Ça n'est pas nécessaire au développement de la République. Les 4 premiers livres de la République sont orientés vers une définition de la justice. On n'a pas besoin de la thèse de Calliclès pour expliquer ce que c'est que la justice. En revanche, on a besoin de la thèse de Thrasymachus pour démontrer que ce que les gens disent de façon populaire que la justice ne paie pas, parce que quand même la République c'est 10 livres, dont 4 livres consacrés à la justice, il faut justifier son entreprise quand même. Hein. Et donc si on en était réduit à l'argument de Thrasymachus qui consiste à dire que la justice de toute façon c'est du bas, ça ne sert à rien parce que de toute façon tout le monde s'en met plein les fouilles, on pourrait dire à Platon, mais pourquoi vous consacrez 4 livres à définir la justice, puisque la justice, en fait, elle n'est pas pratiquée dans le monde et que ce qui doit être digne d'éloge, c'est l'injustice. Donc, il appartenait à Socrate dans le premier livre de la République, que Platon fait parler, de justifier que la justice a une certaine valeur, qu'elle est bénéfique. Sauf que dans le deuxième livre, comme vous vous en souvenez, Glaucon dit à Socrate, ça ne me satisfait pas entièrement que tu te contentes de défendre la justice par l'utilité qu'elle a. Je te demande de me défendre la justice en elle-même. Donc il y a une entreprise plus ambitieuse, mais tout ça s'emboîte assez bien, somme toute. Et on n'avait pas fait besoin d'un discours aussi élaboré que celui de Calliclès. En fait Socrate, en fait, Platon aurait dérivé de son sujet avec un discours comme celui de Calliclès. Donc rien ne dit que finalement le livre 1 de la République ait été écrit avant le Gorgias. Donc, de toute façon, dater les dialogues de Platon, c'est impossible. On a bien conscience que certains dialogues sont de jeunesse et d'autres de maturité. On sait que les lois sont le dernier dialogue de Platon, il l'a laissé inachevé, mais à part ça, faire une chronologie exacte des dialogues de Platon, c'est mission impossible. Hein. Il n'y a que des conjectures qui reposent essentiellement des conjectures d'ailleurs stylistiques. Hein. Mais n'étant pas assez bon helléniste, je ne peux pas me prononcer sur les conjectures stylistiques. On a argué que la République, le livre 1 de la République, est écrit dans un style différent des livres 2 et suivants. Mais bon, moi, je ne suis pas suffisamment bon helléniste pour me déterminer. Voilà, en fait, le personnage de Calliclès annonce Nietzsche, comme vous l'aurez bien compris. Je cite des extraits de Par-delà le bien et le mal de Nietzsche
dans mon cours écrit, où Nietzsche s'en prend aux niveleurs, aux défendeurs d'une loi naturelle d'égalité, en expliquant qu'en réalité, euh, ce sont des thèses soutenues par des faibles qui veulent se protéger des plus forts et qui nient la volonté de puissance. Hein. Donc il y a des échos nietzschéens de Caliclès, mais on trouve aussi un écho de Caliclès chez le philosophe anglais Hobbes, très certainement. Alors Hobbes a certainement lu le Gorgias de Platon, bien sûr, il était très cultivé, il était helléniste. Il a traduit les œuvres de Thucydide en anglais. Et donc, vous vous souvenez de la trilogie dont je vous avais déjà parlé chez Hobbes, entre Right of Nature, Law of Nature et Civil Law, vous vous souvenez de ça? Le Right of Nature, ça consiste à faire n'importe quoi. L'homme est un loup pour l'homme, on fait tout ce qu'on veut. On, on s'en prend au bien d'autrui, éventuellement par la violence. C'est la liberté. Et la liberté, s'exerce la liberté. Pour Hobbes, ce n'est pas le libre arbitre. Hein. C'est la liberté, euh, ça consiste à tout faire tant qu'on n'en est pas empêché. Il n'y a pas de libre arbitre chez Hobbes. C'est mécaniquement, en fait, on est déterminé à agir pour se servir toujours davantage, pour se gaver, en fait, jusqu'à ce qu'on soit empêché par la loi civile. Il n'y a pas plus de liberté chez un homme que de liberté dans le cours d'une rivière qui n'est pas arrêtée tant qu'il n'y a pas un barrage. Il explique ça quelque part dans le Léviathan. Donc, il n'y a pas de libre arbitre, c'est le mécanisme, et donc, sous ses passions, l'homme est irrésistiblement amené à vouloir prendre plus que sa part. Et le right of nature, c'est justement la liberté de prendre plus que sa part, la liberté au sens où on n'est pas empêché de le faire. Tandis que law of nature, c'est ce qu'on devrait normalement faire. La loi de nature, c'est ce qu'on devrait normalement faire. Normalement, on devrait suivre des préceptes moraux. Les laws of nature, ce sont des préceptes moraux, en fait. C'est Hobbes lui-même qui le dit. Chapitre 14, 15 et 26 du Léviathan. Ce sont des préceptes moraux qui sont résumés, qui peuvent être résumés dans un seul adage: ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît. Fît, F-I, accent circonflexe, T. Je vous traduis littéralement l'anglais. Hein. Comme les traducteurs n'aiment pas trop les subjonctifs passés deuxième forme, ils disent souvent ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Hein. Ça fait utiliser un subjonctif présent. Mais la traduction correcte de l'anglais, c'est qu'on te fit. Hein. Et cette law of nature, elle n'est pas effective dans l'état de nature où règne le droit de nature. Elle ne devient effective, cette law of nature, que lorsqu'elle est reprise par la civil law, la loi civile, dans l'état civil. Donc, ce qu'il y a chez Hobbes, ça ne veut pas dire qu'il tire les mêmes conclusions que Caliclès. Mais ce qu'il y a chez Hobbes, son right of nature, c'est le droit du plus fort de Caliclès, très clairement. Le right of nature de Hobbes, c'est le droit du plus fort dont Caliclès parle dans le discours qu'on vient de voir. Hein. Si ce n'est que Hobbes, lui, considère que la loi civile, c'est quelque chose de bénéfique, contrairement à Caliclès. Il considère que la loi civile permet d'imposer aux hommes une loi de nature qu'ils ne respecteraient pas de leur propre mouvement. Il y a donc une inspiration platonicienne chez Hobbes, une réminiscence de Caliclès lorsqu'il décrit le droit de nature comme le droit du plus fort, mais ensuite, sa thèse n'est pas du tout celle de Caliclès, puisque il soutient que la loi civile est bénéfique quand est-ce qu'elle reprend le contenu d'une loi de nature qui justement contient les passions humaines. Tandis que chez Nietzsche, il y a une apologie de la violence, comme chez Caliclès. Enfin, c'est contesté. Hein. Certains disent que c'est faire des raccourcis un peu commodes que de dire que Caliclès est un personnage nietzschéen, mais quand même, quand même. Je vous ai cité dans le cours écrit des passages de Par-delà le bien et le mal, où vous verrez que quand même où
Nietzsche dit que la loi de nature, ça a été inventé par les physiciens. La loi naturelle a été inventée par les physiciens sous l'emprise d'une idéologie égalitariste, en réalité. Et que dans la nature, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Hein. Ce n'est pas comme les physiciens le veulent. Les physiciens sont inspirés dans leur explication de la nature par un idéal démocratique. Mais la nature, ça n'est pas la démocratie, dit-il. Vous faites juste une interprétation de ce que c'est que la nature. Vous n'êtes pas des bons philologues, dit-il. Vous savez que Nietzsche était à l'origine, il était un philologue. Hein. Et le philologue prétend lire les textes et les analyser textuellement et non pas les interpréter. Et donc, Nietzsche dit, en tant que philologue, je vous dis à vous, les physiciens, qui prétendaient expliquer la nature par des lois que vous déduisez d'une influence de la démocratie et de l'égalitarisme, qu'on pourrait très bien comprendre la nature autrement. Vous ne lisez pas dans le texte de la nature, vous interprétez, parce que vous n'êtes pas des bons philologues. Et si on voulait lire la nature dans le texte, si je puis dire, on y verrait l'expression d'une volonté de puissance qui est irréductible à des lois égalitaires. Donc il y a quand même des accents, des réminiscences du Gorgias, je pense. Donc, on en a terminé avec les sophistes. Ce qu'on peut dire quand même pour conclure, c'est que donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète parce que je suis tellement content de mon jeu de mots, il y a la face Karcher des sophistes, hein, qui consiste à détruire toutes les valeurs métaphysiques, et la face cachée qui consiste à reconstruire une morale toute humaine. C'est cette face cachée qu'on voit dans le mythe de Protagoras, d'une part, et dans le discours que fait tenir Socrate à Protagoras mort dans le Théétète. Et il y a d'autres extraits des sophistes, ou d'autres extraits de textes sophistiques, comme l'anonyme de Jambic, notamment, dont je vous ai déjà parlé dans le protreptique, pardon, qui défendent ce versant positif de la pensée sophistique, qui malheureusement est tombé dans l'oubli, puisque les écrits des sophistes ont disparu. Et donc la conclusion de ceux qui défendent les sophistes, comme Jacqueline de Romilly, par exemple, il y en a d'autres, hein, comme d'autres experts en sophistique que je cite dans le cours écrit, comme Duprel, qui était un auteur belge, ou comment s'appelle-t-il? Il est très bon d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Euh, c'est un historien de la philosophie anglais qui a écrit un ouvrage sur la sophistique, qui est traduit chez Vrin, et c'est un très très bon ouvrage. Mais voilà, j'ai oublié le nom de ce type. Je l'ai dans la bibliographie. Voilà, son nom me revient à l'esprit. C'est Kerferd. Kerferd. Et son ouvrage est absolument remarquable. Très intelligent. Souvent, ceux qui sont très forts en histoire de la philosophie, qui font vraiment des choses très approfondies, sont d'une part les Allemands, mais aussi les Anglais. Ils sont très très bons dans l'histoire de la philosophie ancienne. Et, et je cite un certain nombre d'ouvrages anglais dans la biographie, en fait, des ouvrages qui peuvent vous servir plus tard si vous voulez faire de la philosophie du droit de façon plus approfondie. Et les historiens anglais de la philosophie sont excellents. Donc, nous passons. Donc, en fait, le versant positif, je termine là-dessus, le versant positif de la sophistique, c'est de substituer à un bien métaphysique un bien humain, en fait, c'est ça. Ce sont des humanistes au sens large du terme. Mais on en a retenu dans l'histoire que c'était des gens amoraux, jusqu'à ce que Hegel vienne les réhabiliter au XIXe siècle, ainsi que l'historien anglais Groot, de nom que je cite dans mon cours. Groot, G-R-O-O-T-E. Deux O. Hein.
Nous passons maintenant à un chapitre 2 consacré à Socrate. Alors, dans mon cours écrit, il y a une section 1 consacrée à la vie de Socrate, dont je vais vous faire, je pense, grâce, parce que je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre davantage que ce que vous pourriez lire sur Wikipédia, quoique ce soit quand même plus développé que sur Wikipédia et plus précis. Dans cette vie de Socrate, section 1, puisque la section 1, c'est la vie de Socrate, et la section 2, c'est la philosophie de Socrate, évidemment, très original. Euh, et dans la section 1 consacrée à la vie de Socrate, je parle bon, de la naissance, de l'origine et de la formation de Socrate, bon, des choses que vous connaissez peut-être, de l'attitude générale de Socrate, donc paragraphe 1 et paragraphe 2. Et paragraphe 3, je parle du procès de la mort de Socrate. Et peut-être là, devrais-je dire quelques mots quand même, avant de passer à la philosophie de Socrate, pour vous rappeler des choses que vous connaissez sans doute. Euh, Comme vous le savez, sa façon de se balader sur l'agora en posant des questions aux gens et en les plongeant dans l'apparat lui a valu un certain nombre d'inimitiés. Et finalement, il a été traduit devant un tribunal populaire en 399 avant Jésus-Christ. Parce qu'à Athènes, ce qui se passait, c'est que tout citoyen pouvait porter une accusation publique. Il y avait un mélange de la procédure civile et de la procédure pénale, en quelque sorte, hein. Un mélange de l'action publique et de l'action civile, si vous voulez. Donc, un certain Mélétos a porté contre lui une triple accusation. Vous la connaissez sans doute. Tout d'abord, ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la cité, ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la cité, introduire des divinités nouvelles, ce qui est une allusion, vous savez, au fameux démon familier de Socrate. Vous avez entendu parler du démon familier de Socrate. Il en parle dans plusieurs dialogues, et notamment dans l'Apologie de Socrate. Il y a un démon, c'est un intermédiaire entre les dieux et les hommes, hein. Et c'est ce démon qui lui dicte ce qu'il doit faire. Donc c'est ce démon qui lui dit qu'il doit questionner et interroger les gens sur l'agora et les amener à rechercher la vérité avec lui. C'est ce démon qui lui prescrit son comportement. Donc comme il se flatte d'obéir aux injonctions de son démon, on lui a reproché d'introduire de nouvelles divinités dans la cité, de ne pas reconnaître les dieux de la cité, d'introduire de nouvelles divinités. Et troisième chef d'accusation, on lui a reproché de corrompre des jeunes gens. Corrompre les jeunes gens. Je reviendrai sur ce troisième chef d'accusation dans quelques minutes. La question qui se pose, qui n'est pas tranchée, qui est débattue chez les historiens de la pensée, c'est la question de savoir si le procès de Socrate était un procès politique ou pas. Parce qu'en fait, au moment où se situe le procès, vers 399-400 avant Jésus-Christ, 399, au moment où le procès de Socrate a lieu, on est à une période historique assez particulière, parce que la guerre du Péloponnèse a pris fin en 405 ou 404, et à la suite de la guerre du Péloponnèse, s'est mis en place une tyrannie, la tyrannie des 30, qui a duré 11 mois, si mes souvenirs sont bons, avant d'être renversée et que la démocratie ne soit rétablie. Alors, la tyrannie des 30 s'est traduite par euh, des exactions nombreuses, et les 30 se sont couverts de sang, en fait. Or, le problème, c'est que parmi les principaux animateurs des 30, il y avait un individu qui s'appelait Critias, lequel Critias avait suivi les leçons de Socrate, ou avait fréquenté Socrate. Socrate prétend n'avoir pas de disciple, hein, il le dit dans l'Apologie de Socrate. Mais en fait, ce Critias avait fréquenté Socrate. Par ailleurs, il y avait un autre personnage controversé qui avait fréquenté Socrate et qui était même son amant, c'était le fameux Alcibiade. Et Alcibiade était un général athénien qui, pendant la guerre du Péloponnèse, a fini par trahir Athènes pour Sparte.
Donc, en fait, ce qui a été convenu une fois que la dictature des 30, parce que la dictature des 30 a été renversée, mais il y a eu une espèce de gentleman agreement entre les partisans des 30 et les adversaires des 30. Les partisans des 30 s'étaient réfugiés au Pirée, je crois, et les autres tenaient le haut de la cité. Et en fait, ils ont passé un gentleman agreement pour restaurer la démocratie sous la condition qu'on passerait l'éponge, en fait. Une amnistie générale des exactions qui s'étaient produites pendant la période des 30, sauf s'agissant des 30 eux-mêmes et de certaines personnes qui s'étaient associées à leurs exactions. C'est-à-dire, on a dit, on n'a pas fait un règlement de compte généralisé, hein, on va faire une amnistie générale, en fait. C'est Aristote qui en parle notamment dans son ouvrage La Constitution d'Athènes, où il raconte, il énonce les clauses de cet accord. Il était donc convenu de ne pas euh, poursuivre quiconque euh, à l'issue de ce rétablissement de la démocratie, sauf les 30 et ceux qui auraient participé personnellement à leurs exactions. Donc il y avait une amnistie généralisée. Mais en dépit de cette amnistie généralisée, il y a eu quelques règlements de compte. Et qu'on se demande si Socrate n'a pas été de ceux qui ont été victimes d'un règlement de compte. En quoi le procès serait politique. Donc on l'aurait visé parce que Critias l'avait fréquenté, on l'aurait visé parce que Alcibiade l'avait fréquenté, et le fait est qu'il s'était fait des ennemis même chez les démocrates, parce qu'on reviendra sur un épisode qui s'était déroulé pendant la période du Péloponnèse, pendant la période de la guerre du Péloponnèse. Il avait résisté, dans la boulée dont il faisait partie à l'époque. Il avait résisté à la volonté de la plupart des citoyens de traduire des généraux en justice selon une accusation collective, parce qu'il avait dit c'est contraire aux lois de la cité. Je reviendrai sur cet épisode, peu importe que vous ne le compreniez pas. Enfin, il s'est fait des ennemis chez les démocrates aussi. Donc, on s'est dit c'est un règlement de compte politique peut-être. Mais ce qui ne permet pas d'affirmer avec certitude que le procès de Socrate était un procès politique, c'est que si vous lisez les comptes rendus du procès qui en ont été faits d'une part par Xénophon, dans les Mémorables, non, dans l'Apologie de Socrate, pardon, Xénophon a écrit aussi une Apologie de Socrate. Donc, si vous prenez les recensements qui ont été faits de ce procès par les disciples de Socrate, que sont Xénophon d'une part, dans son Apologie de Socrate, et Platon d'autre part, également dans son Apologie de Socrate, puisque Platon a écrit un dialogue qui s'appelle l'Apologie de Socrate, il n'est fait aucune allusion dans ces dialogues à Critias ou à Alcibiade. En tout cas, ils ne sont pas désignés nommément. Il y a quand même une allusion dans l'Apologie de Socrate de Platon, où Socrate dit bien, écoutez, s'il y a des gens qui me suivent, je n'y peux rien, c'est des gens qui me fréquentent. Ce ne sont pas mes disciples, je n'ai pas de disciples. Je ne peux pas être tenu responsable des actes qu'ils accomplissent après. Donc il y a une vague allusion. Mais ce n'est pas suffisant pour en conclure que le procès de Socrate était un procès politique. Mais il est certain que de toute façon, il apparaissait comme un personnage dangereux pour la cité, en raison de son indépendance d'esprit et de sa manière de ne pas se soumettre aux ordres, quels qu'ils soient, aussi bien pendant la période de la démocratie que sous la dictature des 30. Il a manifesté son indépendance d'esprit par certains actes sur lesquels nous reviendrons et qui pourraient laisser penser que ce personnage était considéré comme suspect en raison de son indépendance d'esprit et que donc il fallait instruire son procès, ce d'autant qu'il avait été ridiculisé et conspué par Aristophane dans une pièce qui s'appelle Les Nuées, dans lequel il accuse Socrate, mais c'est une satire, hein, mais il accuse Socrate de croire aux nuées. On considère que ces dieux, ce sont les nuées. Donc, introduire dans la cité de nouvelles divinités, n'est-ce pas? Ce sont les nuées dont parlait Aristophane.
Et d'ailleurs, dans l'apologie de Socrate de Platon, Socrate commence son discours de défense, apologie ça veut dire discours de défense, Socrate commence son discours de défense en se justifiant des accusations d'Aristophane. Donc c'est absolument ridicule d'avoir prétendu, de l'avoir présenté suspendu en l'air, en considérant, parce que Aristophane le présente suspendu à des ballons, je ne sais pas trop quoi, et prétendant qu'il obéissait aux nuées, qui sont des dieux, etc. Donc la question de savoir si le procès de Socrate était politique ou pas reste ouverte. Dernière chose, et on termine avec une phrase, euh, devant, euh, euh, devant le tribunal populaire où il était traduit, Socrate a refusé de lire le discours de défense qu'un orateur avait préparé pour lui, un orateur très célèbre qui s'appelle Lysias, un grand avocat, dirions-nous, Lysias, L-Y-S-I-A-S, L-Y-S-I-A-S. Il avait, ce Lysias, préparé un discours de défense pour que Socrate le lise. Mais Socrate a refusé de le lire en expliquant à Lysias qu'il le remerciait, mais que ce discours était trop peu philosophique et qu'il donc il parlerait avec ses propres mots. Et il fut condamné à mort puisqu'il refusa de faire amende honorable devant le tribunal. Il y aura une attitude de défiance, une attitude de fierté devant le tribunal qui incitera les jurés à le condamner à mort parce que de toute façon, comme il a expliqué, je ne ferai pas amende honorable car la vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Une formule très célèbre de Socrate qu'on lit dans l'Apologie de Socrate de Platon, la vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Donc, il a bu la ciguë, comme vous savez, et il est mort à 70 ans. Ça nous permettra de passer lundi prochain à la philosophie de Socrate, section 2. Je vois que j'ai dépassé de 3 minutes et je vous prie de m'en excuser. Je vous dois 3 minutes. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais, 19h53. Je vous dois 3 minutes.